Il est 20 h, merci de vous informer sur RTI 1. Bienvenue. À la une de l'actualité, le président Alassane Ouattara a signé le décret de nomination de la nouvelle équipe gouvernementale. 32 membres, dont 3 ministres d'État et 6 femmes, dirigés par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Nous vous proposons en début de journal de décrypter cette nouvelle équipe gouvernementale. Le Premier ministre sortant, Patrick Achi, et son successeur, Robert Begré-Mombé, ont procédé à la passation des charges ce mardi à la primature. Le secrétaire général de la présidence a aussitôt installé le nouveau chef du gouvernement. Le premier conseil des ministres est annoncé pour demain, mercredi. Direction Marrakech au Maroc, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, fait son bilan après sa participation aux assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale du 9 au 15 octobre dernier. Et puis la rencontre entre Viktor Orban et Vladimir Poutine en marge du sommet consacré au 10e anniversaire des routes de la soie à Pékin. Le Premier ministre hongrois est le premier dirigeant occidental à rencontrer le président russe depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre lui. Bonsoir à tous. Le nouveau gouvernement ivoirien est connu. Sur proposition du Premier ministre Robert Begré-Mombé, le président de la République a signé le décret de nomination de la toute nouvelle équipe gouvernementale forte de 32 membres, dont 3 ministres d'État et 6 femmes. Le communiqué de la présidence de la République est lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 17 octobre 2023, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé Begré, à la signature du décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Mambé Begré, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, M. Moussa Sanogo, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kofi Kwaku, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Bouaké Fofana, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly,
Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, M. Jacques Assaoré Konan. Ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, M. Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana. Ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarasouba. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara. Ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Adama Kamara. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Kofin Guessan. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasseleba Touré. Ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mme Lobo Miss Belmont Dogo. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Wotabona Ouattara. Ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, M. Adjé Silas Metch. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 18 octobre 2023 à 11h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le mardi 17 octobre 2023. Il aura fallu 24 heures au Premier ministre Robert Begré-Mambé pour former ce nouveau gouvernement. Il compte 30 ministres et 2 ministres délégués. On note aussi des réajustements au niveau de certains portefeuilles ministériels et aussi la création d'un nouveau ministère. Il est dédié à la transition numérique et à la digitalisation. Michel Digré nous propose de passer à la loupe ce nouveau gouvernement. Ils sont 30 ministres et 2 ministres délégués, dont 6 femmes dans ce premier gouvernement, formé par le Premier ministre Begré-Mambé. Les lignes ont également bougé au niveau des personnalités qui siégeront au Conseil des ministres. Un changement notable, les charges du Premier ministre évoluent avec les portefeuilles du sport et du cadre de vie. 4 ministres font leur entrée au gouvernement. Il s'agit de l'ancien directeur général du Trésor, Jacques Assaoré Konan, désormais ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ibrahim Khalil Konaté, président du conseil d'administration de la SODEMI, qui devient ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, un nouveau ministère. Wotabona Ouattara quitte le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour occuper le poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le diplomate Adjé Silas Metch, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, est le nouveau ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie. 5 ministres sortent du gouvernement. Il s'agit des ministres Kouadio Konan Bertin de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Danho Paulin des Sports, Jean-Luc Assi de l'Environnement et du Développement durable. Epiphane Zoro-Balo, anciennement ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, promu à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, et Kandia Kamara, ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, élue présidente du Sénat. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora étant désormais dirigé par Kakouwadia Léon Adom, auparavant ministre délégué. L'on note quelques réajustements au sein de certains ministères. La ministre Kabaniale du Plan et du Développement récupère l'économie, quand Adama Koulibaly garde les finances en plus du budget. Moussa Sanogo, ministre du portefeuille de l'État, est désormais en charge du patrimoine de l'État et des entreprises publiques. La ministre Belmont Dogo de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'occupera également de la cohésion nationale. Comme dans l'ancienne équipe gouvernementale, l'on note 3 ministres d'État. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Raïman Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui aura également la charge des productions vivrières, et enfin,
la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, promue ministre d'État. Et ce sera demain, mercredi, le tout premier conseil des ministres pour ce nouveau gouvernement, piloté par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Il a par ailleurs été installé ce matin suite à la cérémonie officielle de passation des charges avec son prédécesseur Patrick Achi. Alexis Ouedraogo. Il est 14h07 lorsque l'ex-premier ministre Patrick Achi arrive ce mardi à la primature. Après 2 ans et 7 mois de service, il passe le flambeau à son successeur, le tout nouveau Premier ministre Robert Begré-Mombé. Après le tête-à-tête, cap sur la salle du Conseil, le secrétaire général du gouvernement Abdrahmane Cissé fait lecture des actes marquant la passation de charges. Dans le cadre de sa prise de fonction et conformément au texte en vigueur, cette cérémonie de passation des charges est organisée entre M. Patrick Achi, Premier ministre sortant, et M. Robert Mombé Begré, Premier ministre entrant. L'honneur m'échoit d'adresser au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République mes remerciements au Premier ministre Patrick Achi pour les services rendus à la nation au cours de sa mission et le féliciter pour sa contribution remarquable à la construction de l'œuvre nationale. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de m'adresser maintenant au Premier ministre entrant, Monsieur Robert Mombé Begré. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais vous réitérer mes vives félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Vous êtes un homme de mission, de conviction et de résultats. Il s'agit d'une lourde responsabilité, compte tenu des défis à relever pour améliorer les conditions de vie de nos populations et trouver de l'emploi pour nos jeunes, conformément à la vision du président de la République et à son programme « La Côte d'Ivoire solidaire ». Et nous n'avons aucun doute, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que vous réussirez, sous l'autorité du président de la République, votre mission à la tête du gouvernement. Puissiez-vous vous inspirer de vos illustres et brillants dévanciers, notamment le Premier ministre Patrick Achi et feu les Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Quand il prend la parole, les premiers mots d'Achi Patrick sont de gratitude envers le chef de l'État. Permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, qui le 26 mars 2021 me faisait également l'honneur de me confier cette même charge après mes illustres devanciers Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Aux côtés du Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, et avec les membres du gouvernement, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, avec pour seule obsession, cheviller au corps, le bien-être de nos frères et sœurs et le développement d'une Côte d'Ivoire plus forte et plus unie. Je sors grandi de cette expérience, mais aussi plus humble. Merci au Président de la République pour toutes ces opportunités qui m'ont été offertes. Le nouveau Premier ministre lui réitère sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la confiance en lui placée. Je voudrais que vous rassuriez, Monsieur le Président de la République, en lui exprimant ma détermination à faire en sorte que la continuité de l'œuvre soit bénéfique au développement de notre pays. En votre présence, je voudrais rendre un hommage appuyé à mon frère et ami, Jérôme Patrick Achi, qui a su développer avec chacun de nous des rapports fraternels, des rapports de confiance, des rapports de proximité. L'équipe avec laquelle il a travaillé a été une très bonne équipe qui nous a énormément aidés. Je vois ici des visages connus dont la compétence a toujours été reconnue de tous et nous n'hésiterons pas à leur faire appel pour que nous puissions, nous aussi, bénéficier de leur capacité de travail, de leur
dévouement au travail et surtout de leur amour pour la Côte d'Ivoire. Signature des PV, passation de charges, cette cérémonie matérialise la prise de fonction effective du nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé. Elles sont 6 femmes à figurer dans le nouveau gouvernement, mais ce ne sont pas de nouvelles entrées, on note plutôt des ajustements. Alexis Ouedraogo nous en dit un peu plus sur les portefeuilles ministériels de ces dames qui viennent siéger dès demain mercredi à la salle du Conseil des ministres du Palais présidentiel. La liste du gouvernement Robert Begré-Mambé est désormais connue. 32 membres, dont 6 femmes. En tête, Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique. Elle va poursuivre les réformes qui ont ces dernières années fortement impacté la vie des fonctionnaires. Avec elle, Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement, qui renforce ses assises. Mariatou Koné garde le portefeuille de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Celle qui a mené les états généraux du secteur de l'éducation aura la latitude de déployer son plan d'action au service d'une école de qualité. Nasseneba Touré poursuit sa mission auprès des femmes, des familles et des enfants. Quand Miss Belmondo Dogo ajoute à la solidarité et à la lutte contre la pauvreté, la cohésion sociale. La culture, elle, reste la chaste gardée de Françoise Remarque, qui ambitionne d'en faire un secteur fortement créateur de richesses. Avec cette nouvelle équipe gouvernementale, la Côte d'Ivoire continue son ascension. La délégation ivoirienne présente à Marrakech, au Maroc, pour les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, n'a pas manqué de souligner les progrès réalisés par le pays. La mission conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a multiplié sur place les prises de contact et renforcé les partenariats. Serge Coléa. La grande plénière des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI a été un des temps forts de ce rendez-vous de l'économie et de la finance mondiale. Une occasion pour Sa Majesté le roi Mohamed VI de souligner par la voix de son conseiller Omar Kabaj, ancien président du groupe de la BAD, les défis d'une planète qui doit concilier les enjeux économiques et financiers ainsi que les défis humains. Adjé Banga en est conscient. Le président du groupe de la Banque mondiale axe son action sur un monde viable, favorisant le développement, une meilleure qualité de vie, accès à l'air pur, à l'eau potable, à l'éducation et à des soins de santé décents. De son côté, le FMI se projette sur les 50 années à venir. Il est plus que nécessaire d'investir sur des bases économiques solides, tout en privilégiant la coopération mondiale. Au-delà de cette plénière, la délégation ivoirienne a multiplié les rencontres, notamment des échanges avec le Trésor américain, des séances de travail avec des banques et investisseurs. Un seul objectif, présenter la bonne santé financière de la Côte d'Ivoire et les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Nous investissons dans la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Nous trouvons que c'est un pays très attractif et stable. Il y a une diversité économique. La Côte d'Ivoire, c'est la première économie de la zone UEMOA. C'est le poumon de notre région. Si la Côte d'Ivoire va bien, toute la sous-région va bien. Donc il est très très important pour nous d'être présents là-bas, de déployer nos ressources, mais de le faire surtout en partenariat avec l'État et avec le secteur privé. La Côte d'Ivoire présente des perspectives de croissance favorables et les opportunités d'investissement y sont réelles. Dans toutes les rencontres, nous avons senti un intérêt renouvelé des partenaires qui veulent effectivement soutenir notre pays parce que justement le pays est dans une position de stabilité au niveau de la sous-région. Une semaine fructueuse à Marrakech, mise à profit par la délégation ivoirienne. Il ressort donc de ces rencontres de Marrakech que les avancées de la Côte d'Ivoire sont bien palpables. L'État ivoirien est dans le même temps sur plusieurs fronts. Le Fonds d'entretien a engagé des travaux de rénovation sur l'autoroute du Nord. La première phase des travaux concerne un linéaire de 24 km. Il part de Yopougonjesco jusqu'au poste de péage d'Atenguié. Le constat est signé Mahama Traoré. Zone industrielle d'Atenguié. Elle est traversée par l'autoroute du Nord. Dans cette zone, depuis quelques jours,
un seul sens de la chaussée est ouvert à la circulation. C'est généralement le cas quand surviennent des accidents ou tout autre obstacle, sauf que cette fois, l'autre chaussée se trouve fermée pour cause de travaux. Sur des centaines de mètres dans le sens Yamoussoukro-Abidjan, on aperçoit des engins à la manœuvre. Les ouvriers s'attellent à raboter le bitume, la preuve de l'effectivité des travaux d'entretien annoncés par voie de communiqué depuis le 5 octobre dernier par le FER, Fonds d'entretien routier. Ces travaux consistent à enlever le revêtement qui est en mauvais état actuellement et remettre un nouveau revêtement qui va permettre de faire disparaître les nids de poules qui apparaissent fréquemment actuellement sur la section de GESCO jusqu'au PK40. Et donc on aura 24 km à traiter sur une période de 2 mois. Et comme ces travaux ne pouvaient pas s'exécuter sous la pluie, il a fallu attendre qu'on ait une bonne période appréciable avant de démarrer ces travaux. Pour les usagers de l'autoroute du Nord qui avaient crié leur mécontentement dans un récent reportage de la rédaction de RTI 2, c'est un début de soulagement. Par exemple, en partant sur Abidjan, il y a 2 voies. Sur le côté droit, les camions, en tout cas, ils ont endommagé la route. Donc, même si tu ne vas pas vite, tu es obligé de prendre la gauche pour éviter que ta voiture se soit endommagée. En tout cas, je dis merci au gouvernement parce que c'est une bonne initiative. Il y a des petits trous, des petits endroits où le bitume est décapé. Bon, ça ne gêne pas trop, mais c'est clair que si on arrange comme ça, c'est encore mieux. Ouais, les trous, ça nous fatigue. Ça nous fatigue bien même. Mais l'autre côté, ils vont faire, peut-être ici aussi, ils vont faire. Là, on est sauvés. Le chantier n'en est qu'à ses débuts et sera exécuté par étapes pour une question de fluidité routière. La tâche de rénovation débute par la section allant de Yopougon-Jesco au village de Saint-Grobo pour s'étendre de Saint-Grobo à Yamoussoukro. L'objectif est de redonner fière allure à la section Abidjan-Yamoussoukro de l'autoroute du Nord qui se détériore en raison du dense trafic qu'il supporte au quotidien. Des poids lourds pour une bonne partie. Autre difficulté que s'est engagé à juguler le fonds d'entretien routier, la congestion aux stations de péage. Celui d'Atenguié connaît notamment depuis quelques mois des travaux d'élargissement. Aujourd'hui, nous offrons des services, notamment les bails télépéage aux usagers, mais ces services ne sont pas plus ou moins profitables en raison du nombre insuffisant de voies. Donc avec l'agrandissement du péage, nous aurons plus de voies dédiées au télépéage, ce qui permettra à l'usager de sélectionner même sa voie dès qu'il arrive sur la plateforme de péage. En tout cas, ça va nous arranger beaucoup. Parce que dans les week-ends comme ça, là, pour atteindre la quai, là, ça va jusqu'à PK44 là-bas des fois. Donc vraiment, c'est une bonne chose. L'ouvrage attendu portera de 8 à 16 les couloirs de passage du poste à péage d'Atenguié, poste à péage par lequel transitent au quotidien en moyenne 14 000 véhicules. Suivons la route jusqu'à Daloa, zone centre-ouest du pays. La ville, elle aussi, connaît d'importants réaménagements. Une vaste opération de déguerpissement des occupants du domaine public est en cours. Les emprises des trottoirs de la nationale qui sont débarrassées des magasins, maquis, boutiques et autres espaces de commerce. Eugène Atoubé nous fait le point actuel de cette opération d'assainissement. Elle a démarré hier lundi. Des scènes de démolition qui resteront longtemps comme un souvenir indélébile sur la population de Daloa. Le bulldozer cassant ici des pans entiers de murs et de commerces construits en dur. Là, s'acharnant sur des baraques en bois et des conteneurs faisant office de maquis. Et plus loin, dans son avancée, ordonnée par un agent municipal, réduisant en gravat de nombreux étals et magasins destinés à des activités génératrices de revenus et de relèvement économique. Témoins d'un spectacle saisissant et inouï, les propriétaires de ces biens détruits n'en reviennent pas. L'hôtel là, c'est dans ça, la femme, là, son mari est mort, c'est dans ça, c'est débrouille, elle peut école de ses enfants. Mais ils sont venus détruire tout. On fait comment maintenant? Moi j'étais en voyage en fait. Ici, du coup, ils m'ont appelé pour dire que nous sommes en train de casser les magasins. Donc je n'ai même pas eu le temps même pour ramasser les affaires. Ils ont cassé tout. Mais 2 magasins, tout est parti, tout. Pour les victimes de cette opération, c'est une action démesurée et trop brusque. Celle-ci estime que le commanditaire, en l'occurrence la mairie de Daloa, aurait dû leur donner un moratoire de plus longue durée,
afin qu'elle se prépare mieux pour une évacuation des lieux sans grandes conséquences. Je suis parti vers eux pour demander à les papiers que vous partagez là, c'est pourquoi. Disons que c'est pour casser les bordures. Donc c'est comme ça que j'ai montré mon magasin. Ils disent que oui, que si tu n'as pas reçu le papier, c'est que tu n'es pas dans le plan. On m'appelle pour dire que je dois casser ton magasin. Je viens du coup, tout mon magasin est tout cassé. On vient de casser nos magasins. C'est de ça qu'on vit, on nourrit nos enfants, on soutient nos maris. Donc je veux savoir s'il y a une autre possibilité d'avoir d'autres places. Sous les amas de gravats et de ce qui est resté de cette opération de démolition, les victimes tentent de récupérer ce qu'elles peuvent, laissant entendre qu'elles n'ont pu sauver grand-chose, faute d'une bonne communication de la mairie. Les gens nous envoient une lettre. La note dit quoi? On a enlevé la démonture là, que ça salit un peu la ville, que c'est pas intéressant. On a enlevé. Aujourd'hui maintenant on revient encore. On nous dit qu'on va libérer le magasin. On commence à casser tout. Quand on a même négocié le maire, est-ce qu'il peut attendre après les fêtes pour venir casser? Les gars disent qu'ils ne veulent pas. Nous avons eu des rencontres avec eux en 2022 et ils ont demandé à ce que nous repoussions. En début du mois, nous avons encore adressé une mise en demeure de 2 semaines. Donc je pense bien que la population a été vraiment informée. Avec tout ce qui est construit, la route obstruée, on peut agresser toute personne. Et avec ce que l'État a mis en place, ça rend toute une population. Du rond-point de Daloa au commerce, jusqu'au quartier Bokora, en passant par celui de Lobia, toutes les constructions occupant le domaine public ont été détruites sans concession. L'opération est menée par les équipes du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et de l'Hydraulique en association avec la police municipale et les forces de défense et de sécurité. C'est toute la population qui est concernée, voilà, notamment les commerçants qui sont sur le domaine public, les boutiquiers aussi, les tenanciers de bars, voilà, qui débordent leur espace qui leur revient de droit et qui créent des autres. Les ont cassé, c'est resté comme ça, ils n'ont pas fait quelque chose de joli. Maintenant on va demander s'ils ont cassé ici là, est-ce qu'ils vont arranger? Sur cette voie et sur les voies structurantes, nous allons faire un effort pour assainir ces voies-là, pour rendre plus que Koumassi, s'il le faut, et rendre la ville très propre et sécurisante pour les populations. Si les riverains et les populations partagent la douleur des victimes, ils restent convaincus, au-delà de l'émotion, que cette opération est salutaire et participe de l'assainissement de la ville de Daloa. C'est une action inédite dans la ville de Daloa. Les victimes sont entre amertume et tristesse. Nombreuses parmi elles espèrent que l'autorité municipale leur vienne en aide pour le préjudice qu'elles ont subi. À cet effet, elles comptent s'organiser en collectif pour rencontrer le maire afin que réparation soit faite, selon elles. Nous quittons Daloa pour Abobo. Les jeunes de la commune parlent développement et action sociale. Ils se sont réunis pour faire l'état des lieux de leur commune et surtout soumettre leurs préoccupations à la maire d'Abobo, Kandia Camara. Abobo est en chantier. En témoignent les différents projets en cours de réalisation, notamment le palais de justice, le lycée d'excellence des jeunes filles, ainsi que les travaux de voirie. Des infrastructures de développement impulsées par Kandia Camara, maire d'Abobo. Au cours d'un gala, les leaders de jeunesse issus des différents quartiers de la commune n'ont pas manqué de lui traduire leur gratitude. Vous le constatez avec tous ces énormes chantiers. Et là, tous ces jeunes-là, à force de voir ces chantiers-là, commencent à espérer. Et ils attendent beaucoup du gouvernement, ils attendent beaucoup de leur maire. Tous ces jeunes-là pensent qu'avec elle, ils ont tout à gagner. Représentant le maire d'Abobo, Fama Touré, par ailleurs président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a rassuré les jeunes quant à la volonté de Kandia Camara de contribuer au rayonnement de la commune. Madame le maire a pris toutes les précautions déjà par rapport à des projets et des start-up qui vont être soutenus. Les incubateurs vont être mis en place. En tout cas, elle aura le temps de dérouler tout ce qui est prévu pour la jeunesse et pour que cette jeunesse soit une jeunesse suffisamment responsable. C'est dans une ambiance festive que ces jeunes leaders ont exprimé leur reconnaissance à la première magistrate d'Abobo.
Un mot de religion et la nouvelle est triste. La dépouille de l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Marie-Daniel Dadié, est arrivée à Abidjan. Décédé le 2 octobre dernier à Paris, il a été accueilli par sa famille, par ses proches et par des membres du clergé. Grace Kando nous fait vivre ces moments empreints de solennité et de tristesse. Monseigneur Marie-Daniel Dadié effectue son dernier voyage de Paris à Abidjan. La dépouille de l'évêque émérite de Korogo est accueillie ce dimanche par les siens à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'homme de Dieu s'est éteint le 2 octobre dernier dans la capitale française. Atmosphère lourde, le clergé et des proches de celui qu'on appelait affectueusement MDD ont tous fait le déplacement. Après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, cap sur la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, où Monseigneur Marie-Daniel Dadié séjournait lors de ses visites à Abidjan. Membres du gouvernement, autorités politiques et administratives, amis et connaissances, tous étaient là pour cet hommage à l'évêque émérite. Monseigneur Marie-Daniel Dadié sera inhumé le 4 novembre prochain à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. En attendant, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire invite les fidèles à s'unir dans le recueillement et à prier pour celui qui aura servi Dieu toute sa vie avec zèle et dévouement. L'actualité de ce jour en Côte d'Ivoire est aussi sportive. En football CAN 2023, une rencontre amicale oppose en ce moment même les éléphants de Côte d'Ivoire au Bafana d'Afrique du Sud, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et à ce moment de la rencontre, le score affiché est de 1 but partout. Sur la scène internationale, le gouvernement fédéral du Nigeria annonce son budget, 34 milliards de dollars en 2024. Le Conseil exécutif fédéral a approuvé ce montant, plus élevé que le budget de 2023. Le ministre nigérien du budget et de la planification nationale a indiqué que cette enveloppe devrait permettre une croissance de 3,7% en 2024, un chiffre supérieur aux 2,9% prévu par le Fonds monétaire international. Et puis, pour terminer, cette rencontre du président russe Vladimir Poutine et du Premier ministre hongrois Viktor Orban, elle intervient en marge du sommet consacré au 10e anniversaire des routes de la soie de Pékin. Le Premier ministre hongrois est ainsi le premier dirigeant occidental à rencontrer Vladimir Poutine depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre lui. Les deux personnalités ont voulu afficher leur proximité et selon Viktor Orban, ils se sont rencontrés 13 fois depuis 2009 et son pays n'a jamais voulu affronter la Russie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée à tous sur RTI 1.